Donc ce soir, le titre exact, est-ce que quelqu'un peut me le rappeler? Les trois cerveaux et les biorhythmes. Très bien, très bien. Alors, c'est ce que nous allons voir ce soir, puisque c'est la conférence qui est Hello. Bonsoir. Donc, les trois cerveaux et les biorhythmes. Une autre conférence pour nous aider à approfondir notre connaissance de l'être humain que nous sommes, de l'humanoïde. Et c'est important de connaître qui nous sommes sous différents angles. Et donc ce soir, on va voir un enseignement de plus au niveau de la machine organique qui a trois cerveaux. Pensez pas que vous étiez aussi intelligent. Il y a le reptilien là-dedans. Pas du tout! Non? Pas du tout! Ça doit être autre chose d'autre d'origine. Hein? Donc, les trois cerveaux et les biorhythmes. Alors oui, nous sommes tricérébrés. Souvent, le maître Samuel utilise ce terme sympathique que vous avez déjà sûrement vu si vous avez commencé à lire les ouvrages. L'humanoïde tricérébré, erronément appelé homme. Je ne sais pas si vous avez vu cette expression-là, oui. non? Alors, cet humanoïde tricérébré, erronément appelé homme, oui, tricérébré. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Pourquoi tricérébré? Parce que nous avons trois cerveaux. Donc, ici, quels sont ces trois cerveaux? Celui que on connaît le plus en tant que cerveau, hein, c'est le cerveau au niveau de la boîte crânienne. Donc, on va appeler le cerveau ou le centre intellectuel. Donc, le centre intellectuel, ce cerveau qui a son centre de gravité dans la boîte crânienne, on peut peut-être l'inscrire. Est en relation avec, naturellement, l'expression, l'expression du corps mental. Donc, il en est l'instrument d'expression du corps mental. Donc, naturellement, tout ce qui est en relation avec le mental. Donc, le centre intellectuel est celui qui a les pensées, les idées, les concepts, les opinions, la sélection au niveau des pensées, tout ça, les images, etc. C'est grâce au centre intellectuel, quand même, que nous sommes ces dits animaux intellectuels, c'est-à-dire que nous sommes l'être humain au-dessus dans on pourrait dire, si vous vous rappelez la conférence dans le cycle A des naissances et des morts au niveau de la roue du samsara, évolution, évolution et révolution de la conscience. Donc ici, le règne humain, si on se rappelle, c'est le règne supérieur. Donc pourquoi? À cause du centre intellectuel. Parce que le règne juste en dessous de nous, qui est le règne des animaux, on a les cerveaux. Parce que quand on parle des cerveaux, ici, on va parler vraiment des cerveaux intellectuels, émotionnels et moteurs. On ne parle pas ici du centre sexuel et du centre instinctif. Donc, c'est vraiment ici les trois centres de cognition, c'est ceux-là. Et donc, les animaux aussi, qu'ils ont l'émotion, et les plantes en dessous aussi, et les animaux ont le centre moteur aussi. Mais ils n'ont pas le centre intellectuel qui, enfin, va permettre à l'animal de avoir les concepts. Dans le fond, c'est vraiment la grande différence entre un animal qui n'a pas centre intellectuel et un animal comme nous, qui a la possibilité d'être rationnel. Donc, les concepts. Ce qui fait en sorte que, à cause du centre intellectuel, nous pouvons faire le choix. Le choix de to be or not to be.
le choix de la révolution de la conscience ou non. Ce que les autres règnes ne peuvent pas faire. Le choix et la compréhension de pouvoir mettre en œuvre le chemin initiatique. Le choix et la compréhension de pouvoir mettre en œuvre la transmutation de l'énergie vitale sexuelle. Ce n'est pas donné aux autres règnes. C'est vraiment là, c'est la réalité. Et c'est particulier, le règne humain avec le centre intellectuel. On a 108 vies qui nous est allouées. On rentre dans le monde ici, des symboles, des archétypes. Dans les autres règnes, on a eu des milliers peut-être d'existences en tant qu'animaux, en tant que plantes, etc. Mais là, dans le règne humain, 108 existences, 108 possibilités de révolutionner la conscience. Oui. Moi, j'ai une question. C'est indirect au sujet, là. Mais vu que tu parles des 108 vies humanoïdes qu'on a, dans un humain Nantara, est-ce qu'on peut avoir plusieurs cycles des 108 vies? On a plusieurs cycles. Oui, hein? Oui. On peut avoir jusqu'à dans un jour cosmique. En fait, on peut faire jusqu'à 3000 fois le tour. 3000 fois le tour de la roue des naissances et des morts. Donc, 3000 fois 108. Ça veut dire que 3000 fois, tu es descendu en enfer, l'ego s'est désintégré dans les enfers atomiques, tu es remonté, tu as eu blablabla, plantes, végétaux, animaux, humains, 108 heures, tu retombes encore. Là. Tu remontes, tu retombes encore, tu remontes, tu retombes encore, tu peux faire ça 3000 fois. Mais après les 3000 fois, par contre, l'essence, elle est libre. Elle retourne à l'absolu, mais sans l'expérience de l'initiation. Mais quand même dans une plénitude et un bonheur total, c'est sûr. Et avec quand même un mérite d'avoir accompli tout ça, les 3000 tours, c'est tout un job. Monter, descendre 3000 fois dans les enfers, remonter. Donc, sauf qu'après ça, elle n'a plus aucune chance de pouvoir revenir. Hein? Non, pas cette essence-là. Fait qu'elle n'a pas atteint la maîtrise. Non, c'est ça, sans maîtrise. C'est pas tout le monde qui atteint la maîtrise. C'est pas tout le monde qui est appelé non plus. Et surtout, c'est pas tout le monde qui répond à l'appel. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Rappelons-nous cette phrase-là. Beaucoup sont appelés, très peu sont élus, parce que peu répondent. C'est dur de répondre, la conscience. La conscience veut bien. Et le 3% répond, 97%, il y en a rien à foutre. Il y a ses programmes. Et là, la bataille commence. Donc, c'est pas évident. Mais quand même, des essences refusent aussi de répondre aussi. Mais c'est sûr que dans notre monde actuel, dans l'ego, on peut comprendre que même si on répond oui, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Mais la maîtrise, justement, qui est accordée au maître, c'est quoi qu'il y aurait de plus? Ben, l'expérience des corps. C'est la création des corps. Hein? Dans le fond, l'initiation, c'est ça. C'est de créer les corps. On va le voir pour ceux qui ne l'ont pas eu, les 3 montagnes d'initiation, on voit tout ça, jusqu'à l'absolu. Donc, l'initiation, c'est la création des corps, ce qu'on appelle l'initiation des mystères majeurs. Premier corps, première initiation des mystères majeurs. Deuxième initiation des mystères majeurs, corps éthérique, etc. Kundalini. Tout est dans la Kundalini. Donc, l'expérience de ça. Donc, c'est-à-dire que l'essence qui va se réabsorber, admettons, après un jour cosmique, elle a, par exemple, atteint le 4e niveau d'initiation des mystères majeurs, donc elle est arrivée jusqu'au corps, christifié jusqu'au corps mental. Bien, toutes ces réalités-là, mathématiques, retournent dans la nuit cosmique, et dans le prochain jour cosmique, ça revient, et la personne continue où elle était, elle revient avec ses corps qui sont là, qui avaient été faites. Ok, elle continue son œuvre. Elle continue son œuvre. Par contre, pour ne pas induire en erreur, je crois qu'en réalité, le 3000 tours, c'est pas dans un jour cosmique nécessairement, c'est à vie pour une essence. Donc, si ça prend plusieurs jours cosmiques à accomplir les 3000 tours, ben, ça prendra plusieurs jours cosmiques, mais après 3000 tours, c'est terminé pour l'essence. Elle a eu son expérience. Ok, merci.
On est loin du métro boulot dodo quand on parle de ça. Hein? Nos inquiétudes, le toaster qui ne marche pas le matin, tout ça, c'est bizarre. Hein? Un détail. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça, mais on est enragé parce qu'on est pressé. Hein? Là, on est identifié à ça. Et on brûle le feu, là. Puis la conscience n'en a plus. Puis là, après ça, on pense à ça. Hey, c'est incroyable. Ah, ben, on est là, mais on brûle tout le feu. Hein? C'est ça le rappel de soi. Hein? Et donc, c'est intéressant la conférence du soir par rapport à tout ça, nous faire prendre nos prises de conscience par rapport à l'énergie, comment on doit bien la diriger. Donc, le centre intellectuel, nous dit Maître Samael, entre autres, faire attention au centre intellectuel. Donc, l'abus de ce centre produit naturellement un gaspillage excessif d'énergie de ce cerveau. Comment est-ce qu'on abuse du centre intellectuel? Ben, il y a des gens qui sont très intellectuels. On est dans un monde où l'intellect est très valorisé. Et donc, l'étude intellectuelle, donc les gens qui vont abuser, ils vont toujours être dans un centre de gravité au niveau du cerveau intellectuel. Donc, toujours l'étude intellectuelle, la mémorisation, l'étude intellectuelle. Après ça, pour se relaxer, ils vont lire un bon roman. On est toujours là-dedans. Donc, il faut faire attention, nous dit Maître Samael, parce que, en fait, c'est très intéressant. Dans cette conférence, il nous explique que l'on meurt toujours par tiers. Ah oui. Donc, on meurt par tiers, c'est-à-dire on commence par mourir par un cerveau, ensuite l'autre, et c'est la mort totale. Donc, ici, nous dit-il, on sait très bien que les asiles d'aliénés sont de véritables cimetières de mort intellectuelle. Parce que les asiles d'aliénés, hein, c'est le centre intellectuel qui est bousillé, hein, qui a fractionné, qui est malade, qui est mort, hein, qui a des lésions très, très intenses, et donc c'est dû à une surutilisation. Donc, ça peut venir de d'autres vies aussi. Hein, on arrive avec le bagage aussi dans cette existence-là. Si ça fait des vies qu'on abuse d'un centre, bien là, on peut arriver dans ce centre-là, puis là, il est fragile. Il est débilité. Donc, il faut y faire plus attention. Et donc, il donne un exemple dans la petite brochure ici, encore une fois extrêmement intéressante. Un exemple d'un ami qui était, à un moment donné, qui était très intellectuel, très peu émotionnel. Et à un moment donné, il a eu une embolie cérébrale. Donc, c'était le signe ici du centre intellectuel qui mourait, du cerveau intellectuel mourait. Et ils sont allés le visiter, et il dit... il avait de la difficulté à rassembler ses idées de façon cohérente. Vous voyez que le centre intellectuel, ça ne fonctionnait plus. Là. Et après ça, il a eu... après ça, c'est les sauts de centre. Il est paralysé. Donc ça, c'était le cerveau moteur qui a lâché. Et ensuite, il est mort d'une crise cardiaque. Le cerveau émotionnel, c'était la fin, les trois cerveaux. Et donc, il explique comme ça qu'on meurt par tiers. Les trois cerveaux. En tant qu'il reste un cerveau vivant, on est en vie. Hein, c'est ça, dans le fond. Donc, les maladies mentales, hein, tout ça qui est en rapport avec l'intellect, il faut faire attention à l'intellect. Le centre ou cerveau, ou centre émotionnel, donc, qui a son centre de gravité dans le plexus solaire, mais il nous dit aussi dans les écrits des conférences qu'il y a dans la brochure, aussi qu'il a son centre de gravité aussi au niveau du cœur. Donc, ça veut dire qu'il a deux centres de gravité. Ben, c'est tout dans la région, là. Ça rejoint le cœur, le l'émotionnel plexus. supérieur qui est là. Hein? C'est plus l'émotionnel supérieur qui est dans le cœur. Ben oui, mais si tu meurs d'une crise cardiaque, c'est parce que c'est ton centre émotionnel inférieur qui l'a abusé. Donc, c'est aussi c'est le centre émotionnel. Le centre émotionnel supérieur aussi, c'est sûr, mais c'est juste qu'on ne le met pas souvent en fonction.
C'est ça le problème, parce que c'est ça qu'il nous dit ici, le sens esthétique, la mystique, l'extase, la musique supérieure sont nécessaires pour cultiver le centre émotionnel supérieur. Donc le sens esthétique, hein, c'est l'harmonie des belles choses qui nous entourent. Souvent, l'architecture, hein, faut aller dans les belles places, là. C'est difficile en Amérique, là, j'avoue. Il faut aller souvent en Europe pour avoir des belles choses. C'est vrai, tu vas à Rome, qu'est-ce que tu vas à Rome? Tu te promènes à Rome, puis tu te nourris de l'esthétisme, des belles sculptures, hein, d'un Praxitèle, d'un Michel-Ange. Là, le centre émotionnel est ravi. Hein, quand tu es touriste, là, peut-être quand tu vis là, c'est rendu chez, tu sais, quand tu es chez vous, tu le vois peut-être moins. Mais quand tu es touriste, là, c'est fort les impressions quand tu vas dans des beaux pays comme ça. Donc, c'est très nourrissant. Donc, naturellement, la musique, hein, on en parle souvent. Le médecin en parle souvent. On en parle dans la conférence numéro 1, c'est là, le pilier de l'art. Ça, c'est pour le centre émotionnel. Pour faire attention, il faut cultiver le centre émotionnel. Il ne faut pas se gêner parce qu'il est plus abusé qu'on peut le penser. On l'abuse beaucoup, le centre émotionnel. Avec tout juste le stress, dans la société de stress dans laquelle on vit, on est affecté. Même la colère. Bien, surtout la colère. Toutes les formes de colère. Le stress, c'est des formes de colère. La tristesse, c'est une forme de colère. On n'a pas l'impression de ça. On dit, je suis triste. C'est en colère. Mais non, je suis triste. C'est en colère. Je suis très piédi. C'est ça, hein? Tu comprends, là? Ouais, c'est ça. J'ai tout le droit de pleurer. Hein, c'est ça, hein? Donc, c'est la colère. Mais on a l'impression, vu qu'on est dans un état plus comme de victime, parce que la colère, c'est comme, on dirait, t'es dominateur. Je ne sais pas, hein, c'est l'image qu'on a. Mais non, c'est ça, la mélancolie et tout ça, c'est des formes très obscures au niveau du centre émotionnel qui nous rend lourd et qui abîme le centre émotionnel. Et on est loin de l'émotionnel supérieur dans ce temps-là, on comprend. Hein? Donc, c'est pour ça, la musique est là pour ça. Tous ces grands maîtres, c'est des apôtres de l'art. Et ils se sont donnés pour qu'on puisse aujourd'hui avoir ça. Il y a eu une période, hein, vraiment, on le voit, là, où il y a eu des grands maîtres de musique qui sont venus, se sont incarnés pour que, encore aujourd'hui, on bénéficie de leur œuvre. Qu'est-ce qu'on joue encore aujourd'hui? Les mêmes œuvres qu'il y a 300 ans, 200 ans. Écoute la musique contemporaine. Non, ça marche pas. Ben, c'est ça, puis c'est pas aussi bon. Et même des fois, c'est discordant et tu veux pas l'écouter parce que c'est, au contraire, ça éveille pas son émotionnel supérieur. Même la musique classique, là. Donc, on voit, c'est encore les grands classiques. Hein. Qu'est-ce qui roule le plus dans les opéras? La flûte enchantée de Mozart. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est les Ce sont des œuvres transcendantes. Donc, il faut en profiter, il faut s'en nourrir. C'est disponible facilement. Il ne faut pas se gêner d'apprivoiser ça parce que ça fait pas partie de nos cultures nécessairement, surtout en Amérique. Pas évident. Il faut faire un effort de volonté. Ensuite, naturellement, il nous dit ce qui est l'antithèse, la musique agressive. Qui abusent, hein? C'est ça, qui abusent. Encore une fois, on a l'impression, ceux qui vont écouter de la musique agressive ont l'impression, c'est vrai, ça donne cette impression-là, mais avec le recul, plus ou moins. Mais tu as l'impression que ça t'énergise. Tu es capable de faire ta journée avec une bonne musique agressive. C'est parce qu'on utilise cette énergie-là, mais il y a d'autres formes d'énergie qui vont t'en donner, que tu vas pouvoir en avoir plus d'énergie. Mais il faut comprendre, hein? Il faut comprendre. Il faut se donner l'opportunité de comprendre. Donc, il nous dit ici, en fait, les fanatiques du sport, les artistes, les émotifs et les sentimentaux débilitent beaucoup le centre émotionnel. Oui, parce que les artistes de nos jours, naturellement, utilisent le centre émotionnel, mais en abusent. Trop ne font que ça. Hein? C'est la même chose pour un intello, je ne sais pas, moi, un scientifique. Probablement que lui,
il abuse du centre intellectuel parce qu'il est toujours là-dedans. Même les sportifs, Les sportifs aussi. Donc, l'abus du sport. c'est comme les dépassionnés. Mais ça va être dans le centre. Non, ici, c'est plus les fanatiques du sport, là. Ah oui. Ceux qui vont regarder les courses de chevaux, Ok, les... ouais. ils sont là, c'est une émotion, une espèce de... Gérant d'estrade. Là. Oui, c'est ça. Donc, ici, ils débilitent, là. Ils sont dans une fascination, une adrénaline émotionnelle. C'est mauvais. C'est mauvais, à un moment donné. Il y en a qui sont toujours là-dedans. Donc là, ils ont les postes de sport à la télé, puis là, ils sont tout le temps devant le sport, tout le temps devant le sport, puis c'est une forme d'émotion inférieure là, qui vont... Ça veut dire les fanatiques. Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit d'écouter du sport, mais il faut voir. Il dit les fanatiques du sport. Mais, C'est quoi les autres? Les fanatiques? Artistes, les artistes, souvent. Tu regardes les artistes, souvent, les artistes meurent d'une crise cardiaque. Ça arrive souvent. Ça me fait penser à Louis de Funès. Il meurt d'une crise cardiaque. T'écoutes ses films. Ouais. T'écoutes un film, t'en as assez, hein? C'est drôle un peu, mais à un moment donné, t'es épuisé. Épuisé. Tu sais, c'est drôle, mais en même temps, il y a quelque chose de nerveux là-dedans. Là. C'est ça, il est mort d'une crise cardiaque. Donc, troubles nerveux, douleur du cœur et infractus du myocarde. Ce sont les. Ça veut dire crise de cœur. Infractus du myocarde, c'est le myocarde, c'est l'enveloppe extérieure, là, le muscle du cœur. Donc, c'est ce qui va attendre les gens qui abusent du centre émotionnel. Abusent, bien sûr. Parce que, comme il nous dit aussi, si on n'avait pas d'émotion, tu irais voir un spectacle de musique, puis ça ne veut rien dire pour toi. Pourquoi je suis ici? Ben, bizarre. C'est pas ça, la musique. Non, ça ne te dit rien. Ou on s'enthousiasmerait pas pour une idée, des fois. Ah oui, ça! Là, le centre émotionnel vient se connecter avec le centre intellectuel à ce moment-là. Sinon, il y a quelqu'un a une idée. Ouais, c'est bon. Mais tu n'as aucune émotion. Comme Spock. Donc, Centre moteur. c'est bon, ça, c'est bon, Spock, hein, son histoire. Puis quand même, là, sa mère est une humaine, par exemple. Fait qu'il y a quand même un côté émotionnel qui apprend à apprivoiser. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'est pas 100% vulcain. Donc, centre moteur. Alors, centre moteur, c'est ça, la motricité. Les sports, les activités physiques. Encore une fois, ici, l'abus du centre moteur va apporter la mort du cerveau moteur. Donc, des exemples, hémiplégie, paralysie progressive, etc. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec le centre moteur là, qui perd de ses fonctions. Là. Ici, l'abus vraiment dans les sports surtout. Hein. Donc, ou des gens qui vont avoir travaillé très dur, mais très dur toute leur vie, là, à cause des circonstances, là, mais c'est souvent les sports comme la danse, par exemple, tu regardes la danse classique. C'est pas évident la danse classique. C'est dur, très difficile pour les danseurs. Et une carrière de danseur classique, hein, tu commences à être vieux, là, à 30 ans. Hein? Oh oui, c'est sûr. Oh ouais. Donc, parce que c'est 8 heures par jour tout le temps, c'est vraiment exigeant. Donc, ils vont. Le centre moteur, à un moment donné, là, c'est un début. C'est comme ceux aussi qui pratiquent un âge synchronisé. Ces femmes-là. Ben, c'est ça, il faut voir. Ça, c'est ça. Et il faut voir, après ça, ben, chaque personne dans son capital vital de base. Il y en a qui ont un gros capital vital. Ils vont être en mesure, ça fait pas, si on parle de danse classique, on peut penser aux Russes, là, le danseur, comment il s'appelait donc? Hein? Michael Baryshnikov. C'est ça. Bon. Lui, c'était il n'était pas tuable. Et là, il avait des jambons gros de même, puis il sautait, puis il dansait longtemps. Là. Donc, c'est des grosses vitalités. Là. Mais peut-être que la personne a un certain équilibre avec d'autres centres dans sa vie aussi. Faut voir. On va le payer peut-être dans les prochaines vies. Aussi. Ah, Faut peut-être. voir. Donc, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, l'équilibre. Donc, C'est-tu où, non?
Oui, le centre moteur a son centre de gravité à la base c'est-à-dire dans le haut du dos. Au niveau des omoplates, c'est comme à la base des cervicales, là, puis entre les omoplates. Donc c'est pour ça quand on a mal dans le haut du dos, on est fatigué, t'as pas nécessairement fait des exercices comme ça. Une grosse journée, là, t'es là, je suis là. C'est le centre moteur là, qui est fatigué. Et donc, comme nous dit Maître Samael, la loi cosmique a déposé sagement dans les 3 cerveaux, dans chacun des cerveaux, un capital déterminé de valeurs vitales. Et donc, économiser ces valeurs égale prolonger la vie. Et gaspiller ces valeurs égale rapprocher la mort. Alors, il nous faut apprendre à vivre correctement, en harmonie avec ces 3 centres-là. Et donc, naturellement, on sait, par les mauvaises habitudes générées par la psychologie humaine, de génération en génération, on a débilité ces 3 centres. Et donc, maintenant, l'être humain a une espérance de vie, il ne se rend même pas à 100 ans. C'est exceptionnel quand on se rend là. Hein? Ça fait la une des journaux. Alors que à la période des pharaons, à la période décadente des pharaons, la moyenne d'âge était de 150 ans, nous dit-il. Et dans le temps d'Abraham, c'était 700-800 ans. Donc ici, on s'est beaucoup débilité, la race humaine. Et là, on est rendu peut-être une moyenne de 70 ans. Donc, il y a moyen, nous dit-il, il dit, il est vrai, certains occultistes vont dire qu'il y a un temps déterminé à la naissance pour nous selon les lois cosmiques. Oui, je suis d'accord là-dessus. Et il y a un temps déterminé, notre mort est aussi affichée. Et là, il dit, c'est discutable. Tout dépendant de ce qu'on va faire. De nos énergies pendant notre existence, c'est tout dépendant de comment on va gérer le capital vital déposé dans les 3 centres, les 3 cerveaux. Est-ce que c'est quoi la... Parce qu'il y a aussi, des fois, on parle des 5 centres psychophysiologiques. Ouais, ils font partie de ces 3-là? En fait, les 3 cerveaux, c'est le centre intellectuel, le centre émotionnel et le centre moteur. Les 2 autres centres, en fait, il va joindre, ça ne fait pas partie des 3 cerveaux comme tels. C'est-à-dire qu'il va parler, par exemple, du centre instinctif moteur. Du centre sexuel aussi. Et donc, le centre sexuel, c'est plus ici comme le réservoir d'énergie vitale. Il a son intelligence, mais qui n'est pas en rapport avec les fonctions de l'existence horizontale de la vie humaine. C'est-à-dire que c'est le dépôt énergétique, il pourvoit, et on connaît l'importance du centre sexuel dans la gnose. Le centre sexuel a aussi pour mission de savoir qui est la personne exacte pour nous. Ce qu'on va appeler le coup de foudre, mais ici positif, là, pas le coup de foudre de l'ego, de la passion, mais dans le sens où le centre sexuel, lui, par ses calculs, parce que c'est le centre le plus rapide au niveau de l'énergie, et il va savoir tout de suite, lui, par ses calculs, s'il rencontre l'âme sœur, il va le savoir tout de suite. Donc, nous, si on est présent à nous-mêmes et si on... en fait, si on se donne le temps d'apprivoiser la relation humaine et de ne pas se laisser tomber dans la passion charnelle, ben là, il est possible qu'à un moment donné, on comprenne ce que le centre sexuel avait déjà compris il y a longtemps, dans ses calculs. Nous, il faudra le découvrir par la fréquentation amicale, etc. Et à un moment donné, tu te rends compte que tu aimes la personne. Ah. Là, tu penses toujours à elle.
Vraiment, c'est important, cette personne-là. Là. Oh, mon Dieu, je l'aime vraiment. Mais tout ça, c'est fait sans vraiment t'en rendre compte. Parce que tu as laissé la vie ou la conscience apprivoiser le rythme normal réel. Donc, et c'est ça le problème avec le centre sexuel, c'est que l'ego met sa patte là-dedans, et là, il utilise cette énergie-là très fougueuse et rapide, et là, la passion entre là-dedans, oh mon Dieu, que j'aime cette personne-là, là, tu viens la rencontrer sur la rue. Et certains, là, c'est sûr, c'est elle, cette personne-là. Oh Dieu, là, tu sais plus quoi faire, là. Là, c'est l'ego qui il usurpe, il bifurque l'intelligence sans sexuelle. Il l'utilise à son profit. Mais oui, le centre sexuel a cette fonction-là de pouvoir voir ça, mais bon, c'est ça. Alors, tu veux dire que même si chacun de ces centres-là a sa propre intelligence, mais il y en a 3 qui sont... Ouais, on va continuer la conférence, puis vous allez comprendre plus tout ça plus loin. Donc, le Maître Semel nous parle, entre autres, d'un exemple d'une communauté religieuse dans le centre de l'Asie, où les gens vivent, c'est une petite communauté naturellement difficilement accessible aux profanes modernes, humains. Et ce sont des gens qui vivent de 3 à 400 ans, aujourd'hui même. Et donc, il nous parle de cette communauté religieuse. Je me demande si, il ne le dit pas, mais je me demande si c'est pas la même communauté ou c'est une autre qui nous parle dans la conférence qu'on va voir sur les exercices tibétains. Il nous parle aussi d'une lamaserie dans le centre de l'Asie aussi, où les gens vivent des centaines d'années. Donc, ici, il nous parle, entre autres, de cette communauté-là. Il nous dit qu'eux réussissent à vivre aussi longtemps parce qu'ils ont conscience de cette réalité-là, des 3 cerveaux, et qu'il ne faut pas abuser des 3 cerveaux. Et il faut utiliser l'énergie des 3 cerveaux de façon équilibrée. Donc, c'est-à-dire que une partie de la journée, ils vont utiliser le centre moteur, ils vont faire des activités motrices. Donc, ils vont aller, je ne sais pas, courir, faire du ski, donner des exemples. Et là, à un moment donné, quand ils sentent que, OK, c'est assez, ils n'abusent pas, ils vont travailler le centre émotionnel. Donc, ils vont s'adonner à des formes d'art, musique, peinture, danse. OK, c'est assez, on va travailler le centre intellectuel, développer le cerveau intellectuel, et là, ils vont s'adonner à des études, des activités intellectuelles. C'est assez. On revient au centre moteur. Et donc là, dans la journée, vraiment, de façon intelligente, ils n'abusent pas d'aucun des centres et ils utilisent de façon harmonieuse. Il dit c'est dû à ça que ces gens-là réussissent à vivre des centaines d'années. Naturellement, nous qui connaissons la gnose, on sait très bien aussi que forcément, ce sont des gens aussi qui ont la science ésotérique gnostique. Donc, cette tribu-là, ça s'appelle comment? Il ne le dit pas. C'est Il ne dit pas le nom. quelque chose de la fontaine de Jouvence. Non, là-dedans, c'est pas ça qui est ça. C'est pas le livre de la transformation radicale. Et donc, aussi, c'est sûr que ces gens-là connaissent la doctrine ésotérique de toutes les traditions. C'est une communauté d'Asie. Donc, ils connaissent la science ésotérique tibétaine, bouddhiste, peu importe. Qui, ce qu'on enseigne ici, on comprend la transmutation de l'énergie vitale. C'est sûr, ce pas des gens qui dilapident. Parce que, bon, tu peux vivre intelligemment, mais si tu dilapides ton énergie, tu coupes les racines de l'arbre quand même. Parce que ce qu'on donne, ce que le Maître Semel nous donne là, c'est pour nous aider à aller plus loin dans notre, on va dire, upgrader ou improve notre connaissance de base de la gnose, qui est les 3 facteurs. Pour nous aider, en fait, à bien vivre, à mieux vivre et à bien vivre les 3 facteurs. Donc, ici, apprendre à vivre intelligemment, utiliser intelligemment ses centres.
Et donc, il y a une loi que ces communautés-là ont compris et vivent en accord avec cette loi cosmique qui s'appelle égalisation des vibrations provenant de plusieurs sources. C'est une loi cosmique. Donc, il faut essayer de vivre en accord avec cette loi-là. Égalisation des vibrations provenant de plusieurs sources. Comment est-ce qu'on fait pour vivre en accord avec ça? Parce qu'il y a plusieurs sources de vibrations qui viennent du cosmos, qui viennent des planètes. Il y a une éclipse de lune, il y a une énergie qui est en rapport avec ça. Comment le psychisme humain va l'accueillir? Dans sa mécanicité. Mais nous, si on est en rappel de nous-mêmes, ben, on va le canaliser, cette énergie-là, de façon positive. Ça va devenir une force et non pas quelque chose qui peut nous dégrader ou dégénérer dans l'action. Parce qu'on sait très bien, à la pleine lune comme à la lune noire, la psychologie humaine est affectée par ce phénomène-là, dans sa mécanicité. Donc ici, les passions, la colère, etc., hein, les corps policiers au niveau social le savent. À la pleine lune, on fait plus attention parce qu'il arrive toujours plus de conflits, de crimes, etc. Donc, il nous donne des exemples. Il nous dit que dans les anciennes écoles de mystère, là, de Babylone, de Grèce, de l'Inde, de la Perse, de l'Égypte, etc., hein, les élèves recevaient une information intégrale, directe, pour les trois cerveaux, ce qui n'est plus le cas maintenant. On n'a pas conscience nécessairement de ça. Et donc, au niveau académique, on met encore plus l'emphase sur le cerveau intellectuel, au niveau de l'apprentissage. On n'a pas tout à fait compris qu'il y avait deux autres cerveaux aussi qu'il fallait éduquer. Le cerveau émotionnel et le cerveau moteur. Mais là, pourquoi on éduquerait le cerveau émotionnel et le cerveau moteur si on veut former des enfants pour qu'ils puissent aller travailler à one job? Ça sert à quoi? C'est ça qu'on se dit encore. Mais pourtant, ce sont des centres de cognition. Et donc, quand tu regardes le joueur de hockey, ben, c'est sûr, quand tu le regardes en interview, tu te dis, ah, le centre intellectuel n'a pas été nécessairement développé. Parce que c'est juste qu'il n'a pas été amené à étudier la littérature, c'est tout. Donc, le centre intellectuel comme ça, c'est sûr. Mais essaye de faire ce qu'il fait sur la patinoire. Il y a le centre moteur extrêmement développé, c'est une grande intelligence. Joueur de basketball, c'est fou. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi cette affaire-là? Là, tu te sens que ton ballon, tu peux capable dans la d'essayer de maintenir le fait de dribbler, là. Même tu as de la misère. Les autres, bon, c'est le centre moteur qui est extrêmement développé. Et on sait que le centre moteur, comme on l'a vu dans la conférence cycle A, au niveau de l'énergie, il est plus rapide aussi que le centre intellectuel. Le centre intellectuel, c'est hydrogène 48. Le centre moteur, émotionnel, c'est hydrogène 24. C'est beaucoup plus vite, plus rapide. Donc, on est impressionné devant les prouesses du centre moteur quand elles sont développées. Mais, encore une fois, le centre émotionnel du sportif n'est pas nécessairement développé non plus. C'est ça le problème dans notre société. C'est qu'on concentre une affaire, toi tu vas être ça. Là, on pousse là-dessus. Mais là, c'est au détriment de la personne parce qu'il y a un déséquilibre dans la personne, dans sa vie humaine. C'est important d'avoir un développement émotionnel adéquat. C'est important d'avoir un développement intellectuel aussi. Tu es un humain. Tu n'es pas une machine à compter les vues ou à... On s'en fout. Mais c'est ça les valeurs sociales actuelles. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, si on avait, dans l'Antiquité, une éducation qui s'adressait aux trois cerveaux par les danses sacrées, la musique, le théâtre, l'enseignement oral, etc. Donc, on s'assurait ici qu'il y avait, que la connaissance pouvait être enseignée dans toutes les sphères de l'humain. On s'adresse au cerveau émotionnel. Et c'est pour ça, des fois, que l'on va faire des activités le jeudi. On va présenter la flûte enchantée. Et on invite les gens à venir à cause de ça. C'est important, une fois de temps en temps, parce que la gnose, c'est pas juste intellectuel. Malheureusement, les gens ne participent pas beaucoup. On trouve ça dommage. Parce que, bon, les gens se disent, ah, ouais, c'est pas la méditation, c'est pas important. Peut-être.
Non, non, non. Quand on présente la flûte enchantée, c'est très important de venir. Parce que là, oups, c'est pas n'importe qui l'écrit, là, la flûte enchantée. C'est là, c'est la gnose, mais qui s'adresse au centre émotionnel. Et là, tu comprends des affaires que tu n'as jamais compris. Parce que c'est le cerveau émotionnel là, qui est éduqué. Et puis là, après ça, dans ta pensée, ta compréhension est différente de certains concepts à cause que tu as passé par le centre émotionnel. C'est important. Donc, et la même chose au niveau moteur. Par exemple, les runes. Les runes, c'est une forme où on va utiliser la posture. Il y a une certaine énergie de la gnose universelle qui va passer par là aussi pour nous enseigner. Par la posture, l'exercice. On va le voir aussi dans Cyclopée sur les exercices tibétains aussi, qui s'adressent au centre moteur. Donc, là, naturellement, on sait, depuis qu'on est dans la gnose, vous avez commencé la gnose, on commence à comprendre que il faut se rééduquer graduellement, il faut se déprogrammer, il faut se désapprendre graduellement pour réapprendre la vie. Parce qu'on a des concepts qui ne permettent pas la conscience de s'épanouir, de se développer vraiment. Il faut faire le ménage. Et donc là, il faut changer nos habitudes, notre façon de voir l'existence, changer notre manière de penser, comme nous dit Médecin Noël. On n'a pas le choix, sinon on n'apprendra jamais à vivre. Et c'est ça qui est intéressant, comme souvent dit Médecin Noël, la gnose. Qu'est-ce qu'on peut dire de la gnose à quelqu'un? C'est quoi la gnose? Ça sert à quoi? Ça nous apprend à vivre. Ça nous apprend à vivre. On ne sait pas vivre. On apprend à connaître les lois, les énergies, ça nous apprend à vivre. Donc, à ce moment-là, on fait des choix astucieux pour notre existence. Je sais vivre, ouais, mais quand tu fais ça, tu fais ben là, c'est ça. Ça donne quoi, ça? Qu'est-ce que tu penses que tu t'en vas avec ça? Regarde. Je sais vivre, je suis poli. Hein? Je sais vivre, je suis poli. Poli. C'est ça, ouais, c'est ça. Je n'insulte pas personne. Ouais. Exact. C'est ça la compréhension. Donc, et un autre aspect de ces trois cerveaux génèrent trois types de personnalités différentes. Alors donc, dans notre société humanoïde, qui peuple les 5 continents, nous avons 3 types de personnalités. Nous avons des personnalités intellectuelles, nous avons des personnalités émotionnelles et nous avons des personnalités Sportive. motrices. Et ces 3 personnalités ne se comprennent pas les unes entre les autres. Elles ne sont pas capables de se comprendre. Vous avez une personnalité totalement intellectuelle qui rencontre une personnalité complètement émotionnelle, ça ne passe pas. Là, quelqu'un va parler de quelque chose, mais pour lui, les mots veulent dire quelque chose, une connotation, et pour l'autre, ces mots-là veulent dire complètement autre chose, ça ne veut pas dire ça du tout. C'est très difficile. C'est vraiment ça, et ça crée beaucoup de conflits entre les humains. Naturellement, on peut avoir, c'est pas nécessairement on peut avoir des personnalités teintées, peut-être plus, mettons, intellectuelles, teintées d'émotionnel un peu motrices. En général, on a surtout un type de personnalité. Et c'est ça, c'est que par notre compréhension de ça et notre poursuite de développement vers l'intelligence de la conscience, il faudrait arriver à de plus en plus avoir une personnalité qui est complète, qui n'est pas juste soit intellectuelle, soit motrice. Et donc, si on se rend compte, si on fait un examen soi-même, on se dit, ouais, vraiment, là, au niveau moteur, non, vraiment, rien. Il faudrait que je pourrais faire pour être plus moteur un peu, développer mon intelligence moteur. Intelligence moteur. Donc, faire une activité sportive, une activité physique quelconque, développer son moteur un peu, y donner un peu. Et donc, ça nous amène à parler de l'aspect important du matériel qui nous dit
il faut absolument cet aspect où il nous parle de comment ne pas se créer de problèmes. Ah oui. C'est pas pire, ça, hein? Comment faire pour ne pas se créer de problèmes? Ne pas se créer de problèmes. Ah. Je vais plus ça comme ça. J'ai écrit une même. Je dis non. Comment fait-on? Comment fait-on? C'est comme vous tu l'écrivais avant. Ouais, hein, c'est plus comme ça, hein? Ouais. Merci. Voilà. Oui, ben c'est ça, c'est ça. Donc, il nous dit, si vous avez un problème, oubliez-le. C'est bien. Oubliez-le. Oubliez le problème. Parce que c'est pas ça qu'on fait d'habitude. C'est qu'on va y passer, de plus en plus, de plus il tombe un coup, il tombe de l'autre, Ouais, il tombe c'est de vrai. l'autre. Hein? Là, ça nous rend. Là, on épuise, là, à un moment donné, on se sent fatigué. Là. Oh là, je suis capable, ce problème-là. Hein, ça fait 2 heures, t'es là, puis tu bouges pas. Là, t'es épuisé. Rien fait. Juste penser au problème. Là, t'épuises, là, le centre émotionnel, le centre intellectuel. Donc, parce que, nous dit-il, le problème, en fait, hein, c'est une création du mental. En relation avec une situation. Mais la situation elle-même n'est pas un problème, c'est le mental qui crée le problème. Donc, des exemples de la vie quotidienne, hein, le loyer à payer. Là, tu sens que, oups, peut-être là, ça va être en retard ou tu n'as pas un montant que tu t'attendais à telle date. Bon. Le mental prend ça. Ah non, qu'est-ce que je vais faire? Là, ça commence. Angoisse, etc. Mais la situation est là, elle ne changera pas parce que toi, tu décides d'avoir un problème avec ça. Hein? C'est ça qu'il nous explique. Donc, il faut apprendre à vivre sans se créer de problème, dit-il. Et pour s'aider, en relation avec ce qu'on a vu, donc, changer de centre d'activité. Donc, changer de cerveau. Donc, vous avez un problème, nous dit-il. Ben, utilisez le centre moteur, allez faire une raid de bicyclette, aller marcher dans le parc, aller jouer au ballon. Changez de centre. Parce que là, vous êtes dans le centre intellectuel, là, vous êtes jamais là. Hein? Donc, changez de centre ou allez écouter une bonne musique. Et il nous dit, appelez les amis, allez prendre un café. Ouais, c'est ça, hein? Oubliez le problème. Et là, naturellement, il dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour payer le loyer, qu'il ne faut rien faire parce que, bon, c'est pas ça. Tu fais ce qu'il y a à faire, mais ça ne donne rien d'en faire un problème dans le mental. C'est ça. Donc, parce que les préoccupations, comme il nous dit, abîment le mental et endommagent le cerveau. C'est vraiment pas bon. Il faut vraiment faire attention. Si on est tout le temps là, si on entre dans des périodes de vie où on est vraiment là, psychosé là, dans notre tête, puis, ça va pas bien là. Ben non, si tu continues, là, ça ira pas bien. Tu vas avoir tu vas endommager le cerveau, le mental. Il faut arrêter ces préoccupations. Et donc, apprendre à vivre d'instant en instant, moment par moment. Il faut apprendre à vivre d'instant en instant. C'est ici maintenant que la vie, elle est. Le prana est là. Prends-les avec joie. C'est tout ce que tu as présentement de toute façon. Donc, on n'a pas le choix, il faut t'en rappeler de soi si on veut arriver à faire ça. Parce que si tu n'es pas en auto-observation, ben, là, à un moment donné, ah oui, l'auto-observation. Là, tu t'arrêtes. C'est à quoi je pensais? Oh mon Dieu, je pensais à ça. Mais tu t'en rendais pas compte, hein? T'es identifié. Tu te dis, hey, ça fait combien de temps que je pense à ça? Hey, depuis hier. Ça revient. Mon Dieu, c'est pas de bon sens, ça devient une obsession. Donc, c'est ça. Il faut être en rappel de soi, puis prendre conscience que
préoccupation mentale doit cesser. Ça ne réglera pas la situation qui est peut-être ou pas conflictuelle, mais ça, c'est relatif. Hein. Et dans cette conférence, on nous parle aussi de cet aspect de la vie humaine que l'on appelle la vocation. Et donc, l'enseignement de ces conférences de ce soir se retrouve dans le livre L'éducation fondamentale. Donc, il y a le chapitre sur les 3 cerveaux dans l'éducation fondamentale. Il y a un extrait dans votre petite brochure, mais je ne pense pas qu'elle est en totalité, il y a certains extraits. Et aussi le chapitre sur l'éducation, la vocation, qui est aussi dans l'éducation fondamentale et qui a des extraits aussi dans la brochure. Et pourquoi on parle de la vocation à cette conférence-là? Parce que la vocation, c'est une réalité de la vie humaine très importante, qui est en relation avec la découverte profonde de soi-même. Parce que, comme il nous dit, hein, chaque individu a un rôle dans la vie, dans la société, dans l'humanité. Et c'est ça, la vocation. Trouver ce à quoi on sert en tant qu'humain. Pourquoi on s'est incarné. Et la vocation est quelque chose de très intime, nous dit-il, de très profond, en relation avec l'être et la conscience. C'est répondre à un appel très intime. Vous allez voir ça dans le texte. Tu veux répéter cette phrase? C'est répondre à un appel très intime. C'est en relation avec, la vocation est en relation avec l'être et la conscience. C'est très beau parce que, en fait, hein, il nous dit que l'individu qui peut affirmer dans sa vie qu'il fait exactement, il sait exactement qu'est-ce qu'il a à faire et pourquoi il le fait, qu'il est complètement dans sa vocation, il est l'esprit vocationnel à 100%, cette personne-là change. Il s'opère un changement profond en lui parce que il répond. Il sait qu'il répond à un appel très profond, qui est très personnel, qui juste lui peut savoir pourquoi. Et la personne qui peut affirmer ça, il nous dit, entre sur le chemin de l'héroïsme le plus légitime. Toute adversité, ça n'a plus d'importance. Toute épreuve n'a plus d'importance. Il est prêt à tout. Parce qu'il répond, il sait que ce qu'il fait, c'est ce qu'il doit faire. Mais c'est profond, c'est pas intellectuel. C'est un appel, une réponse de la conscience. Et donc, il donne des exemples et il dit, on peut trouver notre vocation par l'une de ces 3 voies. À savoir, 1. L'auto-découverte d'une capacité spéciale. Donc ça, c'est nous, par un diagnostic personnel que l'on va faire de soi-même, découvrir une capacité spéciale, autodécouverte. 2, la vision d'une nécessité urgente. Hein, on sent là, que il faut que ça se fasse, ça n'a pas de bon sens. Pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Hein, tu as la vision, là, puis à quelque part, tu sais comment ça devrait se faire, puis pourquoi toi tu sais ça, puis pourquoi toi tu as... Hein? C'est la vision de nécessité urgente. Et la 3e, nous dit-il, quoique très rare en réalité, la découverte là, dès l'enfance par les éducateurs, les parents, d'une capacité spéciale de l'enfant. Mais ça, c'est rare parce que c'est rare les parents et les éducateurs qui vont essayer de découvrir chez l'enfant sa vocation. On ne vit pas dans une société qui recherche ça. On veut juste former des consommateurs et des producteurs. Hein? Donc,
On se fout de la vocation. C'est même pas un thème. Et donc, il nous parle là-dedans en relation avec justement les cerveaux, hein, tous les examens que les élèves, les enfants doivent passer, là, de QI, puis pour découvrir ce qu'ils doivent faire. Et souvent, c'est des examens juste intellectuels. Et c'est absurde, parce que la personne, elle a le sens vocationnel, il nous dit, ce germe vocationnel est déposé dans les 3 cerveaux, à la naissance. Pas juste dans le cerveau intellectuel. Et donc, on se fie juste là-dessus. Et là, si tu arrives dans une journée où tu es dans un bas intellectuel, ce qu'on va voir par rapport au biorhythme, ou même dans une journée critique intellectuelle, ben là, tu flottes complètement l'examen. C'est même pas les réponses que tu aurais données normalement. Puis ça juge toute ta vie. Bon, toi, finalement, selon l'examen, tu devrais faire ça, ça, ça. Ah, ouais. Ça te dit rien, excuse. Hey, c'est l'examen. Donc, on oriente les gens comme ça, pas en relation avec les 3 cerveaux. Et donc, c'est sûr que si la personne, c'est un artiste en général, c'est parce qu'elle a joué la musique, mais pas toujours, hein? Pas toujours. Des fois, il y a des musiciens qui gagnent leur vie comme ça, ont commencé tard. Certains ont commencé tard dans l'adolescence même. Même certains à l'université. Ont commencé à jouer du piano. Puis là, oups, mon Dieu, je suis bon. Hey, il fait son bac en piano, il est pianiste. Hey, étrange, non? Ben, c'est parce que c'était sa vocation, là. Puis il y avait les germes, les talents à l'intérieur étaient là, mais il n'a pas eu l'occasion, par son éducation, sa famille, de développer ça. Et à un moment donné, ben, il sent l'appel, puis il essaye ça, il est super bon, il prend vite. On rencontre ça aussi à l'université du troisième âge. Les gens âgés qui découvrent leur vocation. Ouais, c'est ça. Ouais. Les grands médecins, les médecins à 50 ans. Exactement. Ouais. Ah, ça, c'est un bon exemple aussi. Effectivement. Et donc, c'est ça. Et donc, ici, naturellement, bon, découverte à l'enfance, tant mieux pour l'enfant qui a eu ce dharma-là, vraiment de dharma. Sinon, ben, c'est un bon exemple aussi, il y a toujours moyen de découvrir sa vocation. Mais il faut la chercher. Il faut faire une investigation soi-même. C'est une partie de nous-mêmes qu'on doit découvrir. On doit se poser des questions, on doit s'investiguer. Et il donne des exemples. Il dit par exemple Gandhi. Gandhi, c'est un avocat quelconque. Il était en Afrique du Sud pour affaires, je ne sais pas. Puis finalement, un événement particulier l'oblige à rester là pour défendre ses compatriotes hindous en Afrique. Et ça a changé toute sa vie. Après ça, il est devenu le personnage qui est devenu connu, Gandhi. C'était plus un avocat, c'était le libérateur des Indiens de l'Empire britannique. Hein? Mais ça a été sa vocation. Il a découvert là, à un âge. Pas quand il était tout petit, là, je veux dire. Il était adulte, il avait une famille, une femme, et c'est tout. Mais là, un événement particulier a complètement changé sa vie. Et ça, il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Ah, ben oui, je connais par exemple le cas de Jodassin, qui était un médecin. Et puis il a découvert, oui, il était un médecin, il a découvert qu'il était bon musicien. Une dame qui a découvert qu'il était bon musicien, et puis la dame a... Et voilà. Il est devenu célèbre. Célèbre chanteur, oui. Ah, c'est ça. C'est un bon exemple encore. Et donc, il donne plein d'exemples comme ça. Il y en a plein, vous allez le lire, là. Il y en a plein. Puis bon, là, tu vois, ok, ouais. Donc, ben, en fait, aussi, tous les grands libérateurs, en général, là, beaucoup, de l'humanité, à un moment précis, hein, ils ont compris pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Et donc, voilà. Et oui, et comme nous dit aussi, le moi, le je, aborde complètement notre propre vocation. Parce que l'ego, ça ne l'intéresse pas. Répondre une réponse à la conscience, à l'être. L'ego,
veut juste faire son programme et l'ego, en relation avec, si on veut, la fonction qu'on a accomplie dans la vie, ben, l'ego ne recherche que les entrées d'argent, les positions sociales, etc. Hein, c'est ça l'ego, donc toujours plus. Et donc, on vit dans un système comme ça où on va essayer de chercher un travail qui va apporter tel avantage, telle circonstance, tel salaire, tel fonds de pension, etc. C'est comme ça qu'on réfléchit dans la société. Mais on ne cherche pas à savoir, ouais, mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire dans ma société, dans ma vie? C'est pas ça la question. Donc là, OK, ça c'est bon, je vais avoir une bonne retraite, tout ça, mais les gens ont hâte de finir la journée et ont pas hâte de commencer non plus. Et ont hâte aux vacances parce qu'ils ont trouvé une job, parce qu'enfin, il y avait au moins ça de vacances, un certain montant pour dépenser pendant les vacances. Et donc, les gens vivent pour la vie récréative et les vacances. La retraite. Et la retraite, si je peux profiter au maximum d'une retraite. Et arrêter de travailler. Commencer à vivre à 65 ans. Commencer à profiter de la vie. C'est ça la psychologie actuelle. Ça, c'est la psychologie de l'ego, qui est vraiment pas la psychologie. C'est pour ça qu'il dit même là-dedans, dans ce paragraphe-là, il dit la vocation est précisément le problème le plus grave social. Parce que personne n'est à sa place, et à cause de ça, la roue mécanique sociale tourne pas rond. Beaucoup de scieurs de chaussures devraient être médecins. Beaucoup de médecins devraient être mécaniciens. Beaucoup de mécaniciens devraient être politiciens. Beaucoup. Et là, c'est tout à l'envers. Et là, personne est content de ce qu'il fait. Parce que personne est à sa place. Et là, ben, c'est ça. Là, tu as le politicien, il n'a pas d'affaire là, parce qu'il devrait être mécanicien ou autre, ou il devrait être médecin. Mais qu'est-ce qu'il fait en tant que politicien, c'est au pouvoir? Ben, il faut qu'il ramasse le plus possible. Sinon, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a pas d'intérêt à être là. Il n'aime même pas ça. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Alors qu'un politicien devrait être un humaniste. Quelqu'un qui, il a une grosse responsabilité sur les épaules de bien servir sa communauté. Il est en pouvoir de le faire. Mais c'est pas ça qui se passe. Parce que les politiciens, ce pas des vrais politiciens. Le rayon de la politique, c'est un rayon de la divinité. D'ailleurs, c'est le Comte Saint-Germain qui gère le rayon de la politique. Ça pourrait être une réalité positive. Mais c'est l'ego qui est en politique. C'est tout. Donc, tu en as peut-être quelques-uns qui réussissent à devenir politiciens et qui c'est leur job, mais c'est difficile pour ces gens-là. Parce qu'eux essaient, dans tout ça, d'accomplir quelque chose. Pas évident. Il faut qu'ils gèrent. Hein, ils sont dans un monde de serpents. Hein, des serpents vénéneux. S'ils vont à droite, il faut qu'ils aillent à gauche, ils vont piquer un peu. Hein, donc, vous lirez ça. Si vous avez l'éducation fondamentale, c'est plus intéressant. Il y a des extraits dans ça, mais dans l'éducation fondamentale, c'est plus complet. C'est plus complet, les paragraphes. C'est vraiment intéressant. Ça me fait réfléchir, ça nous oblige à réfléchir parce que, en réalité, il y a une certaine amertume de vie de ne pas répondre à ça. Et on sait que la gnose a comme pour but essentiel d'être heureux. D'avoir un vrai sourire. Donc, ça en fait partie, hein, ce questionnement-là. Et sinon, en attendant de la trouver et de la vivre, ben, on peut comprendre là-dedans qu'on peut développer le sens vocationnel, par contre. C'est-à-dire que, peu importe ce que l'on fait, on doit amener une énergie positive à nos frères et sœurs. Donc, s'efforcer d'être joyeux en travaillant, puis d'aimer le travail qu'on fait pendant qu'on le fait. Et ça va générer tout un aura autour de nous. Hein, tu vas quelque part, là, c'est très banal, hein, c'est pas toujours... pas parce que les gens te disent pas « Oh mon Dieu, vous êtes formidable », tout ça, qu'ils ne le sentent pas, si c'est ça qu'ils ont ressenti. Quand tu vas dans un endroit public, un restaurant, puis le serveur ou la serveuse est super sympathique, tu sens qu'il est content d'être là, tout ça, ça t'élève. Et là,
revenir ici, même si le gâteau m'écœure. C'est pas bon. On va le manger pareil. Parce que c'est pas juste ça que tu manges dans le restaurant. Tu viens chercher autre chose, une nourriture psychique, émotionnelle, finalement. Donc, c'est ça. C'est ça, moi, la différence que je vois entre la vocation et ce que la société véhicule, puis quand on est jeune, toi, tu vois ça, c'est que la vocation, c'est en rapport avec nous, notre relation avec nous, avec les autres et avec Dieu. Ouais. Tandis que la société, c'est Non, moi, c'est disconnecté. mon travail, mon salaire, mes vacances. Oui, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. C'est ça, puis on pose souvent la question aux élèves, c'est quoi toi tu recherches? Quel genre de salaire que tu voudrais avoir? C'est important de savoir ça parce que les métiers ne donnent pas tous les mêmes salaires. Moi j'aimerais ça parce que je voudrais avoir ça. Bon, alors regardons, là tu fais une recherche par rapport au salaire. Là, tu peux taper ça sur l'ordinateur. Moi je veux au moins avoir 40 à 60 000. OK, check les jobs là-dedans. Là, tous les jobs là-dedans qui sont, mettons, de 40 000 et moins, peut-être que, tu sais, t'en as là-dedans que vraiment, tu serais vraiment bien, là. T'aimerais ta vie. Hein, non, parce que t'as pitonné 50 000 et plus. C'est absurde, hein, quand on y pense. Non, mais c'est comme ça. Hein. C'est en rapport avec le plus, c'est ça l'ego. L'ego n'est pas du tout en rapport avec le sens vocationnel. Il ne comprend pas ça. C'est pas son programme, de toute façon. C'est en rapport avec la conscience et l'être. Donc, quelqu'un qui réussit à faire sa vocation, en fait, devient, comme il nous dit, un apôtre de l'humanité. Wow! Quelque chose. Parce qu'il accomplit la volonté de l'être dans certains niveaux. Quand même, c'est pas rien. Non, on va dire une certaine partie de son existence est en relation avec la volonté du Père. Nous allons prendre une petite pause et nous allons ensuite poursuivre avec la dernière partie qui est les biorhythmes. Intéressant, cette conférence. Oui, c'est vrai. Dans la vocation, je ne pensais pas qu'on parlait de ça. Ouais, c'est là-dedans, on parle de ça. Dans l'éducation. Ben, c'est parce que c'est en relation. Oui, c'est un très beau livre, l'éducation fondamentale. C'est vraiment le titre justifie bien l'enseignement qu'il y a dans ce livre-là. C'est vraiment l'éducation fondamentale. En fait, on voit que ce sont des sujets qui devraient être à l'orientation d'une société, dans le fond, dans ses valeurs. Mais ça, c'est notre travail à nous, hein? Oui. Plastique. Si les gens veulent nous écouter, parce que certaines fois, quand on parle de l'agneau, on nous prend pour des fous. Et je me souviens même que Daniel m'a mis en garde contre cela. Ouais. Ben, il faut savoir doser ce que l'on parle, comment on parle aux personnes. Il faut devenir, on pourrait dire, développer une certaine flexibilité. Puis, Pas être fanatique, c'est ça. Ouais. c'est ça, puis pas être au carré, là. Hein? C'est Ouais. genre, c'est ça. Tu vois, là, des fois, parce que l'agneau, c'est vaste, hein? Il y a tellement de choses. Tu peux parler de sujets que n'importe qui peut être touché par un sujet de la gnose. Il s'agit de savoir comment parler, à qui parler. Donc, les biorhythmes, en relation avec ces trois cerveaux en question. C'est pourquoi on parle de ça dans cette conférence aussi. Donc, cette science des biorhythmes est quand même assez importante dans notre société actuelle. C'est connu, les biorhythmes. Et donc, ce sont les rythmes biologiques de ces trois cerveaux que nous avons. Centre intellectuel, cerveau émotionnel et cerveau moteur. Donc, ces trois cerveaux ont chacun leur rythme particulier, comme dans la nature, il y a des rythmes pour tout. Donc, le jour, la nuit, les saisons, etc. La vie tourne en cycle et les rythmes reviennent et repartent et reviennent, etc. Et nous sommes soumis à certains rythmes à l'intérieur de nous, à chaque organe, etc. Et donc, les trois cerveaux ont leur rythme, qu'on appelle les biorhythmes. Et donc, ce sont des recherches qui ont été développées de façon officielle, des recherches qui viennent à l'origine d'un certain monsieur qui s'appelait le docteur Wilhelm Fliess.
Et donc, il a commencé à étudier les comportements de certains enfants, puis il s'est rendu compte de certaines choses, puis par rapport à des périodes, des rythmes et tout ça, puis pour aider. Hein. Et puis finalement, vous regarderez ça si vous voulez faire une recherche plus détaillée. Là. Et ça a donné aujourd'hui ce qu'on appelle les biorhythmes, vraiment avec un calcul très précis. Donc, chacun des cerveaux a son rythme, comme on disait. Et donc, on va regarder ça ensemble. Donc, on a les biorhythmes du cerveau intellectuel. Et donc, ça se dessine comme ceci, hein, le biorhythme. Il y a une courbe qui se dessine, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, etc., jusqu'à la mort. Et ce biorhythme débute au jour de la naissance. Le décompte du biorhythme commence. Et donc, il y a dans chacun des biorhythmes ce qu'on appelle une période, il y a 2 phases. Il y a 2 phases dans les biorhythmes. Donc, une phase qu'on appelle de décharge et une phase de recharge. La phase qu'on dit de décharge ou d'activité, hein, de déploiement d'énergie, est la courbe qui monte ici. Donc ici, c'est comme ici la ligne, on va dire 0, hein, qui divise la courbe descendante de la courbe montante, donc de la décharge et de la recharge. Donc dans la période de décharge, on est dans l'activité du cerveau comme tel. Ici, du cerveau intellectuel, c'est-à-dire qu'il est en pleine énergie, en plein potentiel. On est en forme au niveau intellectuel. C'est ça que ça veut dire. C'est là qu'on a le plus de capacité intellectuelle. C'est le temps d'étudier. C'est le temps de faire des études intenses ou des examens. Hein. C'est cette période-là. Là. C'est là. L'énergie est là. Et le cerveau intellectuel a un cycle de 33 jours. Et un cycle se compose de une période de décharge et une période de recharge. Donc, c'est-à-dire, mettons, un cycle complet partirait d'ici et jusque-là. Donc, on a ici la période de décharge, et là, on descend. On a le pic ici de la décharge. Là, on descend. On croise la ligne critique, qui est on appelle ça le point critique, ou le jour critique. Et là, on entame la période de recharge. Donc, ça veut dire ici que 33 jours, ça veut dire qu'il y a ici 16 jours et demi de décharge et 16 jours et demi de recharge. Et là, comme ça, jusqu'à temps que, en fait, le cerveau intellectuel meurt. Ben, jusqu'à la mort. Donc, dans la période de décharge, d'activité, comme on disait tantôt, hein, c'est là qu'il y a une activité intense. Et ici, ici, on a moins d'énergie intellectuelle. On est en période de repos, de recharge. Donc, si on le sait, on en prend conscience par nos calculs, qu'on va voir tantôt. Mais maintenant, on a juste à aller sur Internet. Il y a plein de sites de biorhythmes. On tape notre date de naissance, pac, il nous sort toutes nos courbes. Ça va bien. Donc, mais il y a des calculatrices qui ont toujours existé là-dessus aussi, hein, calculer les biorhythmes. Et donc, ici, c'est ça. Il faut être, des fois, on se sent comme un peu moins vite, là, la mémoire est moins efficace. Moi, ça, j'ai oublié ton nom, là, tu te sens niaiseux, etc. Donc, tu es probablement dans la période de recharge. Hein, où tu essaies de parler, puis il faut que tu fasses un effort pour trouver tes mots. Puis... Ici,
Ça, c'est un jour critique. Là, ça, c'est comme une espèce de chaos dans le cerveau. Ça, c'est vraiment une journée où, si tu as un examen, là, puis ça donne sur un jour critique, t'es pas chanceux. Fais des pratiques avec la loi, avec Raphaël. Tu as besoin d'aide. Parce que c'est vraiment pas une bonne journée pour avoir un examen important. Hein, quand on parlait tantôt, le médecin parle de justement les examens de QI, là. Hein, l'enfant qui est là, puis il tombe sur une journée critique, son centre intellectuel, le pauvre, puis il a une mauvaise note, puis ça ne veut rien dire, ça n'a pas rapport à lui, dans le fond, à cause qu'il était dans une période critique. Et ainsi de suite. Ça, c'est le centre intellectuel, le cerveau intellectuel. Vous voyez, je regarde dans ma petite broche parce que tout est là. On a le cerveau ensuite. On a ici le cerveau physique. Je vais effacer ça, c'est correct. Donc, « 23 jours ». La même chose, hein, la courbe. Hein, donc, ça veut dire que, on va la laisser là pour toujours, dans le fond. Donc, ça veut dire ici qu'on va avoir 11 jours et demi, 11 jours et demi, 11 jours et demi, 11 jours et demi. La même chose ici. Période active de décharge. On est en forme physiquement au niveau moteur. C'est le temps d'être actif physiquement, des gros travaux physiques, on a l'énergie. Dans la période de recharge, naturellement, on en a moins. Jour critique, ben, ça se peut qu'on ait, c'est peut-être nos journées clumsy, on est bien gaffeux. Ça se peut. On est là, on échappe tout. Journée critique physique. Ça peut rester accroché sur les jours critiques, je pense. Ça veut dire quoi, ça? Non, Rester pas des accroché. fois que c'est- Ça dure Ça me pas s'appelle- longtemps. Ah, ok, ouais. Ouais, ça perdure. Bon, en tout cas, c'est ça. Ensuite, le cycle émotionnel. De 28 jours, celui-là. Donc, 14-14. Ah, comme le cycle menstruel, là. Je sais pas si ça peut être en lien. Peut-être. Ouais, avec la lune aussi. Oui. Ah, c'est sûr. Centre émotionnel. La même chose ici dans la période de recharge. De décharge, on est en forme émotionnelle. Oh, ici dans la décharge, peut-être plus fragile un peu. Peut-être plus susceptible. Peut-être plus envie de pleurer pour rien. C'est pas juste aux femmes, mais ça arrive, ça. C'est juste que les hommes ne montrent pas. Donc, ici, période critique, émotionnelle, faites attention. Faites un rappel de soi. Parce on peut justement se péter des crises là, de colère, d'anxiété, hein, de se vider. Hein. Et donc, ici, dans votre petit livre, très intéressante, Ça peut durer. les jours critiques simples. Hein? Les jours, ça, ne marquez pas ça, c'est écrit dans votre livre. Les jours critiques simples, c'est-à-dire que une journée où on a un seul cerveau qui est dans la journée critique, ben ça, ça se vit à chaque mois. Là. Attends un peu. Jour critique simple, ça veut dire. Attends. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des Non. points où ce que les trois cerveaux... D'ici, oui, c'est ça, je vais en venir. Donc, jour critique double. Donc, on a deux cerveaux. En même temps, c'est la journée critique. Donc, mettons, intellectuel, émotionnel. Alors, attention. Donc, ça, il dit, hein, on va vivre ça plus de 300 fois dans une vie, en général, à peu près. Et ici, jour critique, triple critique.
Vaut mieux rester couché. On peut vivre ça environ 10 fois dans une vie, en général. Ça n'arrive pas souvent. Et il y a un exemple ici intéressant qui est toujours donné, très très intéressant. Le combat de boxe qui a été fait en 1962 de Kid Parrott contre Emil Griffith. Oh, wow. 1962, ça fait longtemps. Bon, 24 mars 1962. Le boxeur Kid Parrott était dans un jour triple critique. Son jour de boxe. Oh, Là, tu boy. fais pas n'importe quoi. Tu fais taper sur la tête, puis le cerveau, et c'est pas évident. Triple critique. Il tombe KO. OK? KO, inconscient. Il ne se réveillera jamais. Il Il meurt. va mourir 12 jours après, c'est-à-dire le prochain jour critique de son cerveau physique. Il meurt. Intéressant, hein? On voit vraiment, oh là, il fallait pas qu'il se batte cette journée-là. Et là, à cause de ce phénomène-là, connu scientifiquement maintenant, les pilotes d'avion, c'est tout calculé le biorhythme. Hein? Donc, il n'y a pas un pilote d'avion qui va monter en haut s'il est dans une journée critique d'un des trois cerveaux. Il n'y a pas le droit. Un astronaute. Ben, sûrement aussi. Pourquoi pas? Eux autres, tu sais, c'est comme. Ça arrive une fois aux 10 ans. Je suis dans ma journée critique! Ça pourrait pas tomber un autre jour. Donc, ouais, c'est ça. Donc, plusieurs entreprises, dont on parle ici un exemple d'entreprise japonaise de taxi qui a réduit de 40% les accidents des employés, des chauffeurs, à cause des biorhythmes. Donc, mettons, une journée, on calcule les biorhythmes des employés, puis c'est une grosse compagnie, ils disent qu'il y a plus de 500 employés. Donc, ici, on donne congé. Ta journée, tu as le jour critique, tu ne rentres pas. Et on réduit de 40% les accidents à cause de ça. Donc, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Et donc, ça se calcule comment? À la mitaine. Je reviens. On va chercher une mitaine? Ouais, c'est pas compris. Puis ça prend des mitaines de cuisine. Non, ça, toujours, on l'a dit différemment. Donc, ici, Ça explique bien les choses, en tout cas. Mais oui. On n'a pas le cycle de la lune, tout ça, en plus. Oui, en plus. Donc, Quand tout arrive, avec les gens, en plus. Parce que tout est aligné. Là. en fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver le nombre de jours que nous avons vécu jusqu'à maintenant, divisé par le nombre de jours du cycle en question. On va nous donner où est-ce qu'on se situe dans la courbe. Donc, comment est-ce qu'on calcule le nombre de jours? Eh bien, il faut faire 365 fois notre âge, bien sûr. On a vécu, admettons, on a 40 ans, ben, ça fait 40 fois 365. Plus les années bissextiles. Donc, c'est aux 4 ans. Hein, c'est un jour de plus. Hein, c'est le mois de février, il y a 29 jours au lieu de 28. Donc, 40 divisé par 4, ça donne 4 fois 8, 32, 4 fois 10, 40. Donc, on a 10 jours bissextiles là-dedans. Donc, 365 fois 40, admettons, plus 10 jours, ça nous donne le nombre de jours qu'on a vécu jusqu'à la date de notre fête. Et là, il faut que tu rajoutes les jours de fête, les jours depuis le jour de fête. Donc, par exemple, cette personne-là qui a 40 ans, elle est née le 1er novembre. Ben là, elle sait jusqu'au 1er novembre de sa dernière fête combien de jours elle a vécu. Fait que là, il faut qu'elle calcule les jours jusqu'à aujourd'hui. Donc, du 1er novembre jusqu'à aujourd'hui. C'est toute une chance. Ouais. Mais si tu veux pas faire ça, tu prends ton téléphone intelligent. Il est où? Check sur le Google. En fait, il faut partir de l'heure de notre naissance, quand même. Oui. Ben, le jour. Si tu as l'heure, ben, parce que sur un des sites que j'ai vu, il demande l'heure aussi. Mais il dit que c'est facultatif, c'est juste un petit peu plus précis.
Et donc là, il va te sortir tes courbes. On va aller chercher. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a aussi, depuis l'époque où ça a été découvert, là, des calculatrices qui ont été faites. Et là, tu rentres juste tes choses, puis la calculatrice te calcule ça. Donc, biorhythme. Bon, moi, qu'est-ce que je suis? Je suis supposé, moi, là. Regardez, ça donne ça. Si on regarde les courbes, là, on a physique en rouge, émotionnel en bleu, et en vert ici, intellectuel, selon ce site-là. Et donc, vous avez ici, hein, on dit biorhythme pour juillet 2015, et vous avez les dates ici, du mois. Donc, vous regardez, admettons, on est le 20. Tu regardes vis-à-vis le 20, tu vois que la courbe bleue qui est émotionnelle est dans la recharge, elle est sous la ligne ici. Donc, vraiment, même assez bas, dans le centre, dans la recharge. Donc, émotionnellement, il faut qu'il fasse attention. Mais t'es top dans les deux autres. Mais je suis top dans les deux. Donc, ici, on voit au niveau intellectuel A1 et au niveau physique, on peut en donner en masse. Mais émotionnel, c'est pas fort. Donc, si tu Mais c'est tapes- pas un jour critique quand même. Si tu prends un marteau puis que tu tapes mettons un doigt à Yaga. Ça va me faire mal à l'orgueil. C'est ça! Plus que physiquement. Ouais, c'est ça. Voilà. Physiquement, il n'y aura pas de trouble, mais l'orgueil, ça va être difficile. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que vous voulez qu'on... Sérieux, il n'y a pas personne qui est assez malchanceux pour qu'il fasse toute la même chose tout le temps. Ah, Ben, ça peut Ils vont pas. ensemble tout le temps. Ça peut pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes nombres de jours. Ok. Hein? S'il y avait le même nombre de jours, oui, là, ça serait toujours pareil. C'est ça. Donc, il n'y a pas les mêmes rythmes. Donc, 28 jours depuis la naissance, donc c'est toujours différent. à moins qu'il y ait un dérèglement quelconque au niveau des cerveaux, comme par exemple les albinos. Oui, mais il y a quand même des rythmes. Ça veut dire que la personne qui a une maladie mentale, elle a quand même des rythmes dans son... C'est juste qu'il y a une maladie, mais dans le fond, c'est juste qu'il y a une débilité dans son cerveau, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même une période de décharge qui est plus en forme au niveau de ce cerveau-là et moins aussi. Parce que ça vaut pour l'humanoïde actuel aussi. Hein. On est de débilité, on s'en rend pas compte. Oui. Puis, parce que des personnes, des maîtres qui sont complètement régénérés. Ça serait sans intellectuel. Le téléphone, était-tu dans le bon sens? Ouais, c'est bon côté, tu sais. Bon, mais ça, c'est la fatigue aussi. La fatigue, ça aide pas, même si t'es supposé être hot. Mais quand on est en fatigue, on est dans une période de recharge. Oui, mais je parle de la fatigue, alors tu as passé de dormir. Ça fait 2-3 jours, mettons, tu dors 3, 4, 5 heures. Donc, tu travailles fort. Ça n'empêche pas que. Ça veut dire que si physiquement tu peux être en forme pareil, tu as quand même un tonus, tu es dans la recharge. Mais si en plus tu étais dans la décharge, là, tu serais vraiment fatigué physiquement encore plus. Bobo. Demain, je t'en décharge. C'est correct. Non, tu pourrais, demain, je t'en décharge. Journée critique? Oui, je suis en journée critique demain. Laquelle? Physique. Lequel? Physique? Merde. Ben, ça fait longtemps hein, qu'on est là-dedans, on ne sait pas. Hein. Eh, mais dans la Puis on même n'est pas journée, mort. j'en ai deux. Oh. Hein? Oh, J'en ai double deux. critique! J'ai Ah. aussi émotionnel. C'est une de 300 journées de ta vie. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ah, non. Là, au moins, tu vas le savoir. Mais c'est rapide, comment ça fait pour calculer ça rapidement Mais comme c'est ça? bien, tu mets juste la date de naissance puis il sort pour toi. Oh, Oui, c'est ça. Puis il dit, regarde, comme par exemple, moi, il dit, justement, il dit le jour de... Calcul. Est-ce que le site internet est mentionné dans le livret? Non. C'est juste Non, parce calcul. que... Internet n'existait pas. Tu vas voir Non. un Google. Mais tu vas sur Google, puis tu fais juste taper biorhythme, puis il y a plusieurs sites biorhythme gratuits, puis tu vas voir là-dessus. Voilà, comme là, moi, je suis... il dit, ça fait... Vous êtes né un vendredi, ce qui est vrai. Alors déjà, Eh ouais. je trouve ça bien qu'ils le disent. Il y a 15 621 jours. Et puis là, ben, c'est ça. Ils donnent tes lignes.
C'est intéressant de voir ça. C'est sûr qu'il ne faut pas devenir complètement hypnotisé par ça, puis là, vivre sa vie selon les biorhythmes. Là. Dire, ah non, je ne ferai pas ça aujourd'hui, je suis à peu près là dans la courbe. C'est sûr, si tu dis une entrevue pour un emploi, tu vas pas dire... Ben, tu ne seras pas dans une journée critique. Ouais. Mais même à ça, au moins si tu en as conscience, ben, tu vas être plus présent. Tu vas te préparer. Ouais, tu vas pas te c'est ça. préparer. C'est ça. Parce qu'on en a vécu des jours critiques, puis notre vie n'est pas une catastrophe. Donc ça, hein, c'est l'ego qui rend notre vie difficile. Ça pourrait expliquer... Parce que c'est l'ego qui... Les autres aussi, tu sais. Oui. Oui, c'est ça, mais il faut comprendre aussi que c'est l'ego qui utilise ça. Parce que ça, c'est des rites de la nature. Égo, pas égo, le rythme est là. Mais ça, c'est l'ego qui va utiliser ça. Donc, on a un manque d'énergie au niveau émotionnel. Ben là, l'ego utilise ça. C'est pour ça qu'on est plus, peut-être fragile. Normalement, on ne sait pas. On est juste moins d'énergie, c'est tout. Là, l'ego fait en sorte qu'on va être plus fragile, émotionnel. L'ego utilise ça. Ou sinon, on est dans le high émotionnel, mais l'ego aussi est là. Donc là, puis là, on veut faire le party, je me sens comme il faudrait que je fasse la fête. Je suis content. Puis là, je vais aller au cinéma, puis là, tu tripes. Je sais pas, c'est l'ego, là, il en profite, puis il brûle le feu émotionnel qui est là. Alors qu'on pourrait en profiter et d'un et de l'autre ici pour continuer notre travail d'équilibrer les centres. Hein, tu écoutes une belle pièce épique, classique d'un Beethoven dans ton high émotionnel, ben, ça va canaliser cette énergie-là d'une belle manière. Et si tu l'écoutes dans ton bas émotionnel, ben, ça va aider à équilibrer le centre et à le recharger. Et dans le haut, tu peux vivre des extases encore exact, plus parce qu'il y a l'énergie qui est là, donc ça va peut-être être plus facile ici d'atteindre un niveau du centre émotionnel supérieur. T'en profites, l'énergie est là. Hein? Ça, c'est ça, donc il faut toujours faire attention à nos centres, de toute façon. Ces durées de cycle-là, c'était pas... Tu vas-tu revenir là-dessus? La durée différente de chaque... C'est basé sur... Comment tu as calculé ça? Si on peut regarder ensemble, ici, c'est pas long. C'est page 31. Il n'en parle pas là-dedans, je pense. Ah, tu vois ici les biorhythmes. Puis ça, c'est un extrait pertinent d'informations à partir d'Internet. Qui est là-dedans. La biorhythmie est une science qui découle de l'application des mathématiques et des statistiques de la biologie humaine. Elle nous renseigne sur les cycles des rythmes énergétiques de la vie. Bon, puis là, en fait, il décrit ça. Tous les rythmes dans notre univers, tous les êtres vivants y sont soumis. La notion de rythme est intimement liée à celle de cycle et d'alternance. Grâce au biorhythme, nous pouvons connaître longtemps à l'avance nos fluctuations intérieures. C'est ça, hein, tu vois où est-ce que tu t'en vas, là. Nos bons et nos mauvais jours, ceux où les risques d'accident sont les plus grands, afin de mieux les éviter. Nous saurons quand c'est le bon moment de passer à l'action pour réussir nos projets et quand il faut patienter pour éviter l'échec. Il nous suffit de tenir compte de nos cycles biologiques pour exploiter nos possibilités en temps propice. Et là, il y a la définition ici des différents cycles. C'est des outils pour apprendre à mieux vivre notre vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis comprendre un autre aspect de notre machine. Alors, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Là. 9h20. Pas déjà fini. Est-ce qu'on peut appliquer ça à mettons quoi, le pays ou Non, c'est des la rythmes. fondation d'un pays? Non, ça c'est d'autres lois. Les lois d'entropie.
Les saisons, les droits des saisons d'une société. Ben, les âges, l'âge d'or d'une société, après ça, l'âge d'argent. C'est plus ça, mais c'est des cycles quand même. Ça se rejoint dans le sens où ce sont des cycles. Des cycles. Des cycles où il y a une action et il y a un retrait. Il y a une manifestation, il y a un retrait, une recharge, une expression, une recharge. C'est vraiment le pouls du yin-yang hein, qui est partout. On a levé le jour. On n'a pas le choix, on est soumis à ça. Et souvent, ben, on est dans une société, encore une fois, où les valeurs, c'est de produire, produire, produire. Mais quand tu es dans ton bas, tu es dans ton bas. Mon Dieu. Tu nuis à la production. C'est ça. Ben, c'est ça. Puis là, il faudrait il faudrait que tu aies la même production que quand tu es dans le haut. Hein? Ça marche pas, là. Les rythmes sont pas comme ça. Puis à l'envers, ben, si tu es paresseux, ben, tu voudrais toujours que la production soit comme ça, c'est dans le bas. Ah, c'est... Mais c'est fun parce que ça répond beaucoup à la question. Ben voyons, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ça? Ben oui, c'est ça, c'est ça. Puis à travers ça, ben, on observe l'ego qui joue là-dedans. Ouais. Hein? Dans le fond, on pourrait dire que les parties, les jours critiques, puis les périodes de recharge, ben, c'est des opportunités de gymnase psychologique peut-être plus intenses. Malgré que dans la décharge, comme vous disait tantôt, quand il y a de l'énergie, il y a de l'ego aussi. Hein? C'est là qu'on se nourrit, alors. Ah, finalement, on n'a pas le choix, hein? L'auto-observation en tout temps. Ben, c'est ça. C'est la seule manière de pouvoir bien utiliser les énergies qui sont dans nos trois cerveaux. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Frédéric. Au plaisir, merci à vous. Ici, cette énergie Alors, bonnes vacances. On ne peut pas la recharger. On a un dépôt à la naissance, puis la transmutation ne nourrit pas ses... Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit que c'est discutable de dire qu'il y a une date fixe de notre mort dès la naissance. Il y en a peut-être une en relation avec le karma dharma qui est là. Mais là, comment nous, on va utiliser ces énergies-là? Mais si on est complètement mécanique à 100% comme on a vécu l'autre vie, oui, on va être pas mal proche de cette date-là qui est supposée. Mais si on a des prises de conscience et qu'on agit dans ces prises de conscience-là et qu'on fait vraiment un effort, ben c'est sûr que si tu fais vraiment un effort d'équilibrer les trois centres, tu transmutes tes énergies, tu arrêtes de la dilapider, tu la transmutes. Puis tu fais attention à tes centres, à dilapider l'énergie de façon émotionnelle, etc., de façon dans toutes les formes de colère et tout. C'est sûr que tu économises tes énergies. Ça veut dire là, on agit sur le karma. On agit sur le karma. Tout comme tout ce qui a été négocié. Pourquoi est-ce qu'on agit sur pourquoi est-ce qu'on agit sur le karma? Parce qu'on le génère moins, en fait. Parce qu'on laisse moins l'ego se manifester. C'est l'ego qui est le panier percé, qui fait qu'on n'est pas capable de remplir le seau. On est toujours en train de mettre de l'eau et ça coule. Et on va voir aussi dans cette voie-là, plus tard. C'est où, là? On est la liste. Cycle B. Ah, j'ai pas de feuille. Bref, vous allez voir aussi dans la conférence sur les exercices de rajeunissement, l'exercice tibétain. Ah, oui, oui. Ça, c'est intéressant aussi dans cette même veine-là d'économie d'énergie et de... Si on rajoute ça aussi dans une discipline de vie, mais c'est sûr qu'on met des atouts de notre côté pour prolonger l'existence et la santé. Ça veut dire quand on parle du destin qui est rigide, fixe, la mieux nous apprend qu'on peut jouer avec le destin. Oui. Avec On peut le négocier le karma. C'est ça. On peut négocier le karma. On apprend beaucoup de choses. Comme il disait tout à l'heure, on désapprend ce qu'on a appris. Oui, c'est ça. Hein? Mais c'est ça qu'on voit dans
les vieux films chinois, là, le kung fu. Là. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Oui, c'est ça. Bon, ben, c'est ça, parce que sinon, il n'apprendra jamais la science profonde du kung fu comme tel qu'il doit comprendre. S'il veut vraiment devenir un vrai maître, là, dans le fond, qui est au-delà de la forme. Hein, qui a compris au-delà de la forme. Ben, c'est sûr, parce qu'on est programmé. C'est des programmes. C'est des programmes. Les programmes, l'ego, c'est un programme. Donc, Il faut se déprogrammer. puis la seule façon de pouvoir, avant que tous les programmes, parce que en attendant que les programmes soient défaits, il faut vivre. Oui, il faut. Hein? Il faut. Si on attend que l'ego soit détruit, on dit, ben, ça donne rien, de toute façon, l'ego est là. Fait que, si on attend que l'ego ne soit plus là, là, on va pouvoir. Mais là, si tu attends ça, tu tombes dans le piège, parce qu'il ne sera jamais plus là. Donc, en attendant, mais il faut que ta seule façon, c'est vraiment un rappel de soins intensifs. Mais c'est juste de cette manière-là que tu peux au moins, pendant que tu as l'ego, permettre à la conscience de vivre à la place de l'ego et de décider de chaque instant. C'est ça qu'on veut. On veut que ce soit la conscience. Elle sait. Elle est juste. Elle n'est pas dans la réaction continuelle. Elle est dans la volonté présente, la volonté de l'être. Alors voilà, on va vous souhaiter de belles vacances. Merci à toi aussi, Philippe. Pleines de soleil. Ouais. Merci. Bon dosage, madame. Vous aussi, vous aussi. Ah, moi, je suis déjà bon. Ah ouais, hein? Oh. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question une fois. Est-ce que un noir, ça se bronze? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Quand on reste plus sûr de Ouais. Le soleil ne joue pas. C'est un travail.